Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en lumière ceux qui font bouger nos territoires. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui s'est lancée dans un projet fou, relancer la culture de la rose de bouche en France. Juliette Anglade a recréé de toutes pièces une filière qui avait totalement disparu depuis le Moyen-Âge. Alors, ce n'est pas de la décoration, c'est de l'agriculture, du goût, du patrimoine. Elle a redonné vie à des variétés historiques pour en faire des produits d'exception. Alors, comment passe-t-on d'une ancienne vie à la terre? Comment remonte-t-on une filière de zéro? On en parle avec elle. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous au micro de Sud Radio, Juliette Anglade. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est le printemps, les fleurs sont là. Ah oui, les fleurs, oui, c'est vrai. Votre nouvelle passion. Alors, Juliette, avant les roses, vous aviez une autre vie. Expliquez-nous un peu quel a été le déclic, le moment précis où vous avez décidé de tout quitter pour devenir agricultrice. Oui, alors j'étais chercheuse à l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique. Je m'occupais déjà de questions agricoles, mais j'avais envie d'aller plus loin dans ce qu'on pouvait faire concrètement pour refaire vivre une agriculture moderne, qui répond aux attentes des consommateurs, qui soit aussi l'excellence à la française. Et il y a eu un déclic autour de la rose qui était cultivée dans le jardin familial par ma grand-mère, par ma mère, et puis la rose en bouche aussi. Parce que quand j'étais enfant, Pierre Hermé a créé un gâteau qui s'appelait l'Ispahan, qui associe la rose. Qui est toujours là d'ailleurs, qui est toujours proposé. Qui est toujours là, c'est son gâteau phare. Voilà, donc c'est rose litchi framboise. Et elle l'a créé dans mon salon parce que maman écrivait son premier livre, Plaisir sucré. Voilà. Et donc un jour, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de choses qui correspondent. J'avais un patrimoine familial, une bâtisse historique donc il fallait aussi penser l'avenir. Il y avait tous ces rosiers dans le parc. J'étais à Washington en tant que chercheuse et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, il faut rentrer, on peut pas laisser ce patrimoine sous des immeubles. Voilà, il y avait des projets d'urbanisation. Il faut sauver les roses. Il faut sauver les roses parce que c'est un vrai changement de vie. Vous quittez Washington, vous arrivez dans la campagne de Metz, c'est ça? Autour de Metz? Oui, c'est ça. Je suis autour de Metz, à quelques kilomètres au sud de Metz, sur les coteaux de Moselle, qui ont une très longue histoire d'arboriculture fruitière. C'était le pays de la fraise. Ça a disparu aussi. Donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'on refasse vivre l'agriculture de ces coteaux. Aujourd'hui, vous avez 1,5 hectare de roses anciennes à parfum en agroforesterie. Vous produisez de l'hydrolat de rose, des sirops, des gelées. Vous êtes installé depuis 2023. Et pourquoi avoir choisi justement la rose comestible? C'était justement par rapport à ces souvenirs d'enfance, le fait que plus personne n'en cultivait en France? Oui, c'est ces souvenirs d'enfance, c'est le fait aussi, je suis très gourmande, j'ai habité dans l'univers des pâtissiers dès l'enfance, et alors je trouvais que l'odeur délicieuse des roses anciennes du jardin de ma grand-mère n'avait rien à voir avec les arômes de synthèse qu'on colle à la rose partout. Là, c'est assez à la mode, mais ça sent le savon. Et je me disais, mais quand on sent une rose, elle sent pas le savon. Et alors, j'ai commencé à faire des recherches, à faire des tests de distillation, parce que pour extraire son arôme, il faut la distiller dans des alambics. Et je me suis rendu compte que ces roses anciennes, en fait, elles avaient un parfum sucré, elles sentent le litchi, elles sentent la framboise, elles sont délicieuses. Simplement, on les a délaissées parce qu'elles produisaient moins. Voilà, on a standardisé les choses. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, quand on va chez un fleuriste, les roses n'ont quasiment plus de parfum, quoi. Et donc, elles n'ont plus de parfum, alors que la rose a un parfum exceptionnel. Alors, pour ceux qui nous écoutent, certains doivent se dire, mais attendez, mais la rose en France, il y en a. On pense notamment à la rose de Damas. Pour la parfumerie, oui, du côté de Grasse notamment, mais c'est pas votre secteur, vous. Vous, c'est vraiment la rose de bouche, la rose comestible. C'est ça. Alors on peut manger la rose de Grasse, mais enfin on va avoir ce petit goût un peu cosmétique, un peu savon, parce qu'elle est un peu épicée, alors que les roses qu'on appelait galliques, donc bien vraiment les roses qui poussaient en France au Moyen Âge, qui étaient dans les clos des monastères, à l'ombre des arbres fruitiers souvent. Et ces variétés-là, on les a oubliées, alors qu'on en faisait des confiseries délicieuses au Moyen Âge. Voilà. Alors il y a la rose de Provins. Oui, oui, bien sûr.
Mais alors, cultiver la rose, qu'on comprenne bien ce changement de vie, c'est pas de tout repos, hein. Expliquez-nous justement le temps que ça prend pour la cueillette, ensuite pour la distillation, la transformation. Oui, c'est un travail, c'est vraiment un travail agricole. Donc, on est au chevet des roses comme on est au chevet d'une vigne. Donc, il faut désherber les pieds parce que moi, je fais le choix aussi d'une agriculture qui se passe de plastique. Donc, elles sont pas cultivées sur des bâches plastiques. Elles sont pas cultivées avec du glyphosate. Donc, c'est beaucoup de choix pour la qualité du produit et de l'environnement qui font que c'est un travail manuel. Donc il faut aussi aller cueillir les roses tous les matins, très tôt, Ah là là. avant que le soleil ait fait évaporer l'essence dans l'air, parce qu'alors on a tout raté. Ouais, mais j'imagine que c'est toujours un moment que vous appréciez profondément. Ce moment où vous allez justement cueillir ces roses, les oui. sentir, voir un petit peu si la production est bonne cette année. Oui, la récolte, c'est le plus beau moment. Alors, ça dure, c'est très éphémère parce que les roses anciennes, elles ont cette particularité de ne fleurir qu'au mois de mai. Alors, c'est pour ça qu'on les a délaissées au profit de variétés qui fleurissent tout au long de l'été, à l'automne, et qu'on a obtenues en les croisant avec les roses venues de Chine, hein. C'est comme ça, les roses modernes qui ont perdu leur parfum, c'est le croisement entre nos roses galliques avec Oui. les roses venues de Chine. Mais alors, techniquement, comment fait-on pour retrouver tous ces plants qui n'existaient plus comment vous avez fait? Parce que là, c'est carrément un travail de détective, d'historienne. Oui, alors... Parce que je rappelle, vous avez 250 variétés, hein, dont la plupart Voilà. qui ne sont plus cultivées depuis le Moyen-Âge. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une variété qui domine le marché mondial, qui est produite en Bulgarie massivement, une variété de rose de Damas. Et toutes celles que j'ai retrouvées, elles existaient, mais elles existaient dans les jardins de particuliers. Elles existaient chez les collectionneurs. Elles n'existaient plus pour la production, hein. Donc j'ai fait le tour des jardins botaniques du monde. J'ai des amis qui sont même allés m'en chercher en Iran, hein, parce qu'on en a dans les montagnes d'Iran. Donc ça a été un travail de quelques années et qui continue, hein. Si certains ont des variétés de roses anciennes dans leur jardin, ça m'intéresse. Mais c'est vraiment, c'est presque le parcours du combattant, quoi, pour obtenir justement, retrouver un petit peu toutes ces roses un peu partout. C'est un travail de longue haleine. C'est une quête de collectionneurs, d'historiens, parce que aussi dans l'histoire, moi j'ai été attachée à refaire vivre un savoir-faire très ancien qui date de l'an 1000, hein, qui avait été inventé en Perse par le médecin Avicenne. C'est une distillation à l'eau qui nécessite énormément de fleurs. Il faut à peu près 800 fleurs pour faire 1 litre. Alors c'est énorme. On ne trouve plus du tout ça, hein, aujourd'hui. Ouais. C'est très dilué. Voilà. Ouais, 800 fleurs pour faire 1 litre. Oh là là. Oui. Et c'est vrai qu'au-delà de votre exploitation, vous avez recréé toute une filière. Donc c'est vraiment le projet, c'était aussi de redynamiser votre coin de campagne, quoi, de créer de l'intérêt chez d'autres producteurs. C'est ça. Alors c'est le tout début, hein. Là moi je sers un peu de vitrine. Le projet est jeune, mais il y a de l'engouement. Donc je suis à la recherche de surface, d'investisseurs, pour faire une montée à l'échelle et permettre de réoffrir ce produit un peu plus largement. Parce que là pour l'instant, j'ai des demandes de quelques palaces, des chefs étoilés, mais je voudrais que ça puisse être plus largement accessible. Alors justement, qui sont vos clients? Ce sont donc ces grands chefs, ces pâtissiers. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, j'ai quand même beaucoup de vie locale. Hein, ça a pris un engouement très important, donc parce qu'aussi on peut visiter le jardin, donc il y a une vraie clientèle locale. Et puis après, j'ai des sollicitations pour des plus gros volumes, justement par des palaces, mais pour l'instant, je suis pas en mesure d'y répondre parce qu'il faut vraiment énormément de fleurs pour faire quelques gouttes, hein, qui vont venir aromatiser les pâtisseries. Donc c'est vraiment c'est le début d'une aventure. Mais oui, 2023, c'est récent, ça fait 3 ans seulement. Voilà. J'ai montré que c'était possible, que ça marchait, que ces variétés étaient là, qu'elles avaient un intérêt pour une qualité aromatique vraiment d'excellence, que nos terroirs pouvaient fournir ça, hein. En Lorraine, on a des sols profonds. C'est extraordinaire parce que on peut pas cultiver ces roses-là. Ça veut dire quoi, des sols profonds? Qu'est-ce que ça apporte justement? On a des sols profonds qui retiennent l'eau. Ah oui. Donc ça convient à ces vieilles variétés galliques qu'on avait dans les clos des monastères, je vous ai dit, et qui vont avoir besoin d'eau pour pousser. Donc on peut vraiment avoir une différenciation française sur la culture de la rose par rapport à des importations massives de Perse, etc. Et elles ne sont pas impactées par justement le dérèglement climatique?
Si, alors moi je fais là je m'appuie sur mon expérience de chercheuse en sciences de l'environnement pour concevoir des parcelles et des systèmes qui me permettent de me passer d'irrigation et d'apporter de l'ombre aux rosiers. Alors je cultive des arbres fruitiers de plein vent, des mirabelliers, des pommiers, des poiriers, des cerisiers, à l'intérieur des champs de roses. Ah oui. Alors, ça leur apporte de l'ombre, donc elles supportent mieux les fortes chaleurs. C'est ça, il y a tout un système qui est mis en place d'agroforesterie, justement. Voilà. C'est vraiment repenser la place de l'arbre pour apporter de l'ombrage, pour retenir l'eau dans les sols et aussi pour produire une production complémentaire parce que c'est pareil, la production de fruits en France, elle est mise à mal alors qu'on a des terroirs qui nous font des fruits vraiment excellents. Quelles sont les plus grandes difficultés, j'allais dire, au quotidien ? C'est-à-dire ce qui est le plus compliqué à gérer depuis que vous êtes lancé ? C'est de convaincre, de faire exister quelque chose qui n'existe pas et de se projeter dans le très long terme parce qu'entre le moment où on plante un rosier et où il va venir à production, il y a 7 ans. Donc, il faut aller voir les banquiers, leur dire si dans 7 ans, ça va être fantastique. Donc, c'est quand même. Mais là, il commence à y avoir du retour. Hein. Je me suis installée en 2023, mais j'avais commencé avant à planter et maintenant, ça commence à aller. Voilà. Mais c'est vrai que convaincre quand on propose quelque chose que le marché ne connaît pas, sur le long terme, c'est difficile. Il faut se projeter. Mais il faut se projeter, il faut y croire, il faut. Je me suis appuyée sur mon bagage scientifique aussi pour asseoir une crédibilité autour de ce projet. Et puis aujourd'hui, il marche quoi. La demande est plus que là. C'est moi qui n'arrive pas à y répondre pour l'instant. Oui, et ça c'est important effectivement. Ça montre qu'il y a un vrai potentiel et peut-être aussi convaincre. Vous arrivez à convaincre peut-être d'autres producteurs à se lancer, de faire en sorte en fait que ce coin de France devienne la référence pour la rose comestible. Oui, alors bon, c'est vraiment le début, mais c'est l'idée. Moi, j'ai des jeunes là qui viennent travailler sur la ferme, et puis c'est réapprendre ça, s'émerveiller. Alors c'est vrai que c'est quand même aussi une culture qui porte cette notion de beauté, de fragilité, d'émerveillement. En fait, c'est une vraie porte d'entrée aussi pour aller vers. Je pense que l'agriculture française en général, au-delà de la rose, à se positionner sur l'excellence. Ouais. Et ça, c'est une façon de remettre un fleuron aussi en avant. J'ai surtout l'impression que d'une manière générale, en France, on doit se positionner sur l'excellence. C'est vraiment le seul moyen finalement de vraiment se démarquer et de proposer... C'est la montée en gamme. La montée en gamme. On peut pas, moi je pourrais jamais concurrencer de la main d'œuvre bulgare, bien sûr. Ou de la main d'œuvre d'Inde pour produire du volume. Donc quand j'ai des industriels qui sont venus me voir, le trajet il est autre, il est une montée d'échelle mais en montée de gamme. Et voilà, on peut pas faire juste massivement de la quantité. Là, on n'y arrivera jamais parce que c'est extrêmement demandeur en main d'œuvre. Chaque fleur est cueillie à la main chaque matin. On ne cueille que la fleur épanouie du matin. On ne cueille pas celle de la veille, on ne cueille pas celle de l'après-midi. Donc il faut passer en revue les 3000 rosiers tous les jours et cueillir la bonne fleur. Donc ça, c'est la main humaine. Oui, c'est la main humaine, mais quand vous en parlez, il y a de la poésie dans votre façon de parler de cette cueillette. Hein. Vraiment la rosée du matin qui doit être présente, il faut que la fleur soit épanouie. Oui, ça l'a inspiré tous les poètes depuis la nuit des temps, la rose. Est-ce que c'est un peu comme pour les vendanges ? Vous avez donc cette période en mai, vous avez besoin de main d'œuvre pour justement vous aider à accueillir, ou bien vous la trouvez plutôt facilement ? C'est plutôt facile parce que c'est quand même assez plaisant de cueillir des roses, même si on se griffe les bras. Mais non. Alors, parce que pour l'instant, je suis quand même à une petite échelle aussi. Hein. Oui. J'ai pas des besoins importants. Hein. Donc après, je verrai. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de mal à trouver du monde pour désherber, pour cueillir les fruits. Oui, c'est quand même une problématique. Hein, ça. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient découvrir ce jardin qui est ouvert, hein, c'est ça ? Vous faites des visites également pour faire découvrir les variétés. Comment fait-on pour vous retrouver ? Alors, c'est ouvert tous les mercredis après-midi
en visite libre. On peut, alors il faut venir en Moselle, c'est pas loin de Metz. Il y a même, il y a un train qui vient jusque dans notre village à Ancy-sur-Moselle. Et puis ensuite, je vous accueille l'après-midi. On peut se promener dans le jardin et on peut découvrir la petite boutique sur place. Rappelez-nous le nom justement de ce domaine. Les roses de Juliette. Les roses de Juliette Anglade, qui en parle très très bien. Et puis en plus, je trouve que c'est, ça doit être aussi pour vous une satisfaction de faire vivre ce domaine familial, quoi. Et ces roses qui ont fait partie de votre enfance, de vous dire que voilà, ces roses de vos grands-parents sont toujours là à travers vous, puis vous les magnifiez. C'est ça, et ça provoque de l'émerveillement. Et moi, j'ai choisi le mercredi après-midi pour que les enfants puissent venir et s'émerveiller d'un jardin au naturel. Voilà. En fait, on découvre les roses, on découvre un patrimoine aussi. Donc il y a toute une histoire derrière. Voilà, des façons de cultiver, du réapprendre le sauvage, la fausse tardive, les insectes pollinisateurs, le parc est arboré, on entend énormément les oiseaux. Enfin, c'est toute une expérience sensorielle. En tout cas, vous en parlez très très bien, Juliette. Merci encore, Juliette Anglade. Donc c'est vous qui avez créé les roses de Juliette. Et merci d'avoir été au micro de Sud Radio et de nous avoir justement raconté l'histoire de ces roses anciennes et comment vous vous battez au quotidien pour les faire revivre et faire en sorte justement d'augmenter la production, mais toujours en respectant le sol, avec l'agroforesterie. Mais d'une manière générale, je trouve que les jeunes qui se lancent dans l'agriculture, qu'on leur reçoit souvent au micro de Sud Radio, sont très sensibles à l'agroforesterie, ce qui est plutôt encourageant. Merci en tout cas, Juliette Anglade. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée à vous. Et on va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Alors, vous nous emmenez où aujourd'hui ? Eh bien Nathalie, une fois n'est pas coutume, on quitte l'Hexagone, mais sans aller bien loin, direction l'Italie, de l'autre côté du tunnel du Mont-Blanc. Dans une vallée alpine où se mêlent influences françaises et italiennes, nous partons à la découverte de la vallée d'Aoste, une région autonome où la langue française est encore bien présente et où les savoir-faire se croisent. Pour comprendre cette histoire singulière, j'ai rencontré Claudia, guide conférencière à Aoste. Elle nous replonge dans le passé de cette vallée. La vallée d'Aoste est une région très très particulière. Elle se situe à la frontière avec la France et la Suisse, donc vraiment dans l'angle nord-ouest de l'Italie. Et c'est une région qui a toujours eu une vocation de terre de passage, parce qu'ici est toujours passée une route importante pour franchir les Alpes. Donc la première route avait été construite par les Romains. On a des vestiges romains très intéressants dans la vallée. Et puis la même route a continué à être utilisée au cours du Moyen-Âge. On a 120 châteaux en vallée d'Aoste qui devaient surveiller cette route. Et donc c'est une vallée qui n'est pas refermée sur elle-même, mais qui a toujours été ouverte. Et donc, c'est une région qui a les montagnes les plus hautes d'Europe. Donc, on a des stations de ski très intéressantes. On a le parc national du Grand Paradis. Donc, l'été aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire la randonnée. Et en plus, c'est une région qui parle français aussi, parce que nos ancêtres, jusqu'à la fin du 19e siècle, ont parlé seulement français, vu que la vallée d'Aoste faisait partie des domaines de la Maison de Savoie. Donc, elle s'est développée dans une ère francophone. Puis, les Savoies sont devenus rois d'Italie. Et donc, l'italien a été introduit, mais seulement à la fin du 19e. Donc, notre histoire, en fait, est écrite en français. Nos villages ont des noms en français et on parle un patois franco-provençal. Je pense savoir aussi que c'est la première région du monde où le français est devenu langue officielle, avant la France moderne. Oui, c'est vrai. Oui, on est passé du latin au français, oui, même avant la France moderne. Oui, c'était au XVIe siècle. Est-ce qu'on peut vous dire quelques mots maintenant sur la ville d'Aoste ? On dit que c'est la petite Rome des Alpes. Oui, on l'appelle souvent comme ça, justement parce qu'elle a beaucoup de vestiges de l'époque romaine. Elle avait été fondée par les Romains justement à la croisée entre les routes qui menaient vers les deux cols, du Petit et du Grand Saint-Bernard, vers l'Alpis Graille et l'Alpis Pennine. Elle a encore les remparts qui sont très bien conservés, le théâtre romain. On a l'arc d'Auguste qui avait été érigé en l'honneur de l'empereur Auguste qui avait fondé la ville. Et puis, il y a la partie souterraine du forum romain qui est très intéressante, le cryptoportique. Et puis, il y a toute la partie médiévale, notamment le complexe de Saint-Ours avec son beau cloître du XIIe siècle. Justement, on parle de Saint-Ours. C'est un personnage très important pour la vallée, pour la ville d'Aoste. Pouvez-vous nous raconter son histoire ? Oui, c'est un prêtre
qui avait vécu au VIe siècle et en ville, parce qu'ici on est à l'extérieur des remparts. Et puis il est sorti, il a fondé un nouveau monastère à l'extérieur des remparts. Et donc ce monastère s'est développé. Il a ce prénom un peu bizarre, Ours. Il est beaucoup vénéré en Vallée d'Aoste. Et Saint-Ours, à Saint-Ours, c'est dédié la foire de l'artisanat typique parce qu'il était un artisan. Il faisait des sabots en bois et puis il les distribuait aux pauvres. C'est une histoire étonnante, hein. Et cette proximité finalement avec la France semble être un vrai atout pour la région. Absolument, notamment pour le tourisme. J'ai rencontré Willy, directeur de la station de ski de Pilat, relié directement à la ville d'Aoste par télécabine. Il m'a expliqué ce qui rapproche aujourd'hui la vallée d'Aoste de la France. On prend de la hauteur, on monte dans les hauteurs d'Aoste et on l'écoute. Avoir la langue qui nous aide, c'est un facteur en plus dans le tourisme. On est content pour ça parce qu'on arrive à les accueillir mieux. On est bilingue à l'école, on apprend le français. C'est-à-dire qu'il y a 6 heures d'italien, il y a 6 heures de français. Et aussi, depuis les hauteurs de Pilat, on a une vue magnifique sur les sommets français. On voit le Mont Blanc du côté français, les Grands Jorasses, les Dents du Géant, vraiment tout. C'est-à-dire que là, avec la nouvelle remontée mécanique qui monte jusqu'à 2750 mètres, on a choisi de faire un point d'observation réservé pas qu'aux skieurs, mais ouvert même aux piétons et vélos. Il y a une chose aussi qui nous intéresse ici, c'est que la station du Pilat bénéficiait du savoir-faire français à travers son architecte, qui était français. Oui, bien sûr. Pilat, c'est des alpages. Et Laurent Chapuis, dans les années 60, c'est l'architecte qui a bâti les Arcs et d'autres super stations en France. Le premier projet, c'est à lui. C'était super, c'était ski au pied. C'était un peu la station de l'avenir pensée dans les années 70 et 60. Ah là là, ça donne vraiment envie de découvrir cette vallée d'Aoste. La semaine prochaine, vous nous parlez de quoi, Thibaut ? Justement, de la fameuse foire de Saint-Ours. Celle qui est évoquée par Claudia. Voilà, exactement. Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.